Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michael Bismuth donc, et je suis chargé de mission à l'Association nationale des élus des territoires touristiques, non pas des communes touristiques et des stations classées, puisque notre association a changé de nom, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Je remercie d'abord et avant tout le Sensation Bretagne, au travers de sa présidente, au travers bien sûr aussi de sa directrice générale. Je remercie la mairie, je remercie l'Office de tourisme d'Arzon. Effectivement, on a été excellemment bien reçus hier et je crois que cela mérite d'être souligné. Première chose. Deuxième chose, nous venons d'assister à une présentation extrêmement claire et effectivement, on a là les bases de quelque chose qui nous permet de voir ce qu'entend faire aujourd'hui la loi NOTRe. Pour autant, même si cette présentation est claire, j'ai avec moi ici un dossier où j'ai collationné l'ensemble des notes des avocats, des juristes, etc., qui ont leur propre interprétation de cette loi. Autrement dit, effectivement, on peut avoir une présentation claire, mais aussi, après, on va voir que chaque chapelle essaye de tirer la couverture à soi. Donc, on va voir effectivement dans quelle mesure est-ce que la loi peut être interprétée dans un sens ou dans un autre. Pour ce faire, je pense qu'il m'a semblé important de passer par une introduction assez complète pour pouvoir bien présenter et planter le décor. Alors, la première chose, effectivement, ce serait de commencer par une question. Si je vous invitais à partir dans la commune de Nonsard-la-Marche, à vrai dire, je devine qu'a priori, cette destination ne vous fait pas rêver. Et il y a des noms comme ça qui ne sont pas très engageants. Et par contre, si je réitérais ma proposition et que je vous proposais de partir dans le cœur de Lorraine, là, je crois que vous seriez plus nombreux, plus nombreuses à me suivre. Et pourtant, Nonsard-la-Marche est à l'épicentre du cœur de Lorraine et vous y trouvez notamment de superbes paysages avec des plans d'eau et notamment le lac de Madine et puis une plage très bien aménagée. La définition d'un territoire touristique donc pertinent avec un nom attractif et vendeur est décisif. Et à l'Association nationale des élus des territoires touristiques, nous pensons que l'intercommunalité peut être le bon échelon, comme c'est le cas pour Cœur de Lorraine, alors que le niveau communal, pour le cas de Nonsard-la-Marche, eh bien, n'est pas l'échelon pertinent. A l'inverse, si je vous invitais à vous rendre dans le BAB pour vos prochaines vacances, je ne crois pas que cette perspective vous enchanterait. Eh bien non, mais pourtant, c'est dommage, parce que le BAB, c'est l'intercommunalité qui réunit Biarritz, Bayonne et Anglet. Cette fois-ci, c'est l'échelon intercommunal qui n'est pas vendeur. Le niveau communal, et ce à l'inverse du cas de Nonsard-la-Marche, est touristiquement pertinent parce que nous avons 3 communes avec des stations différentes, avec des cibles différentes, des activités différentes et qui ont décidé d'assurer leur promotion chacune de leur côté. Ce détour par un cas pratique est important en matière de tourisme, parce qu'en matière de tourisme, il est important de laisser s'épanouir la diversité des situations dans la flexibilité et dans la souplesse. À l'ANET, nous n'avons pas d'a priori. Nous estimons que l'intercommunalité constitue parfois une bonne solution, et puis d'autres fois, non. Cette absence d'a priori de notre association vis-à-vis du meilleur échelon pour réaliser la promotion touristique me permet donc de rappeler naturellement qui nous sommes. L'ANET, c'est une association de 1000 communes touristiques et stations classées. Elle est présidée par Marc Francina, député maire d'Évian-les-Bains, et elle a pour vocation de rassembler tous les territoires géographiques. S'il me fallait définir notre ADN, je dirais que c'est un attachement à défendre le tourisme sans intérêt partisan, au-delà des clivages gauche-droite, dans un esprit d'ouverture le plus grand possible. Et à ce titre, il n'est pas inutile de rappeler que l'ANET a succédé à l'ANEMSCCT, née en 1930. Il ne s'agit pas d'un changement de nom pour le plaisir, bien au contraire, l'enjeu est essentiel. Il s'agit de pouvoir accueillir au sein de notre association aussi les intercommunalités, car nous avons bien conscience que le tourisme se joue aussi à cette échelle territoriale-là. Pas de parti pris donc en faveur de l'intercommunalité.
Le deuxième point qui me semblait important aussi dans cette introduction, c'était de voir comment est-ce que notre association se positionnait par rapport à la compétence tourisme. Car cette notion de compétence tourisme ne débouche pas comme ça avec la loi NOTRe toute seule. Il y a un historique. Et nous, en tant qu'association, bien sûr, on a commencé à se positionner. Dès les années 2000, une enquête menée avec la DATAR avait montré que 70% des maires avaient exprimé des réserves sur un éventuel transfert des compétences. Et puis est arrivée la loi portant diverses dispositions relatives au tourisme et qui introduit une réforme des communes touristiques et des stations classées. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette loi ? Eh bien, c'est que seules les communes peuvent être classées. Autrement dit, seules peuvent devenir des stations d'excellence des communes touristiques. J'insiste donc, c'est l'échelon communal qui a été reconnu dans sa dimension d'excellence. Et on décèle là, d'une certaine manière, une incohérence avec la loi NOTRe, parce que là où Mme Fuxesso vous a montré qu'on met la lumière sur les intercommunalités avec la loi NOTRe, eh bien finalement, la loi de 2006 mettait en avant le niveau communal en promouvant l'excellence des communes touristiques, stations classées. Depuis lors, on a assisté à une montée en puissance de l'intercommunalité, et en même temps, on ne doit pas se priver de noter peut-être que les maires sont peut-être aussi en train de changer d'avis, avec une certaine montée en puissance du pessimisme intercommunal. Et ça, c'est quand même extrêmement important à noter. Cela se note notamment au point de vue du fait qu'un sondage est paru en novembre 2015 dans le Courrier des maires et qui indiquait que 18 mois après les scrutins locaux, l'intercommunalité est d'abord perçue comme facteur d'affaiblissement du rôle des politiques communales, plus 7 points par rapport à 2014. Autrement dit, dans le domaine du tourisme, les choses sont compliquées. Il importait de ne pas les rendre encore plus compliquées, et il semble que ce n'est pas le chemin qu'a choisi la loi NOTRe. Troisième point, comment est-ce que l'ANET se positionne par rapport à la loi NOTRe ? Je parlais tout à l'heure de l'absence de notre esprit partisan. Nous avons toujours défendu l'idée de liberté, laisser les maires libres de pouvoir transférer ou non la compétence tourisme. Qu'est-ce que la loi NOTRe a apporté ? De la contrainte. Pourquoi ? Au nom d'objectifs de rationalisation. Il s'agit de faire des économies. Objectif louable, certes, mais il n'est pas évident que cet objectif soit atteint. Comment dès lors l'ANET s'est-elle positionnée ? Eh bien, nous avons été auditionnés depuis 2 ans. Et au total, on a compté plus de 24 auditions. Ceci tant au niveau du côté gouvernemental, auprès du cabinet de Mme Lebranchu, de M. Valigny, du Premier ministre à 3 reprises, ainsi qu'en remontant à la présidence de la République. Également aussi, nous avons été auditionnés au Sénat, à l'Assemblée nationale, en particulier auprès de M. Yest, de Mme Létard, de M. Perrault. Et à chaque fois, nous avons répété le même message, laisser aux maires la liberté de transférer ou non cette compétence. Qu'en a-t-il résulté ? L'inverse. La loi NOTRe est un transfert obligatoire de la compétence promotion du tourisme. Autant le dire clairement dès à présent, la loi NOTRe a porté un coup d'arrêt à la liaison commune-tourisme que l'on pouvait penser intouchable en vertu du principe de subsidiarité. Et c'est ainsi que le tourisme est devenu une question intercommunale. Au fil des discussions, nous avons obtenu des aménagements, mais la rédaction finale du texte n'est pas claire. Hâtive, cette rédaction est même parfois lacunaire, source de nombreuses interrogations. Or, les enjeux ne sont pas minimes parce qu'ils posent la question de la dépossession des communes d'une part très significative de leurs compétences en matière de tourisme. Bien sûr, nous ne travaillons pas seuls, nous agissons de concert avec d'autres associations d'élus. Je pense à l'Association nationale des maires des stations de montagne, je pense à l'Association nationale des élus de la montagne, je pense à l'Association nationale des communes thermales ou encore de l'Association des élus du littoral. Et nous avons envoyé des courriers à Mme Lebranchu, à M. Cazeneuve, nous avons travaillé aussi avec Office de tourisme de France et finalement, nous, en tant qu'association d'élus, nous avons souhaité conserver un certain nombre d'aménagements prévus
par la loi. Et c'est très important de le noter, les élus de la montagne l'ont réaffirmé à Chambéry le vendredi 25 septembre 2015. Le Premier ministre a admis, dans le cadre de déclarations plutôt encourageantes, qu'il promettait un assouplissement de l'obligation de fusion pour les offices de tourisme intercommunaux et qu'il promettait la mise en place de groupes de travail. Ces groupes de travail ont été constitués et on va y revenir un peu plus tard. En tout cas, pour rentrer maintenant très clairement dans le vif du sujet, on va aborder 5 points. Le premier point, le problème effectivement de l'insaisissable notion de promotion du tourisme, qui n'est pas si saisissable que ça donc. Deuxième point, que penser des aménagements qui sont proposés ? Madame Fuxesso les a rappelés, ils sont au nombre de 3. Troisième point, quelles sont les incohérences théoriques et pratiques du texte qui a été voté? Quatrième point, quel est le point le plus récent qu'on puisse faire au vu des dernières réunions qui se sont tenues à Paris récemment? Et puis cinquième point, quelques conseils. On va essayer d'aller plus vite. En tout cas, donc sur le premier point déjà, qui est extrêmement important, qui est bien sûr la question des difficultés d'application de la loi NOTRe, cette notion de promotion du tourisme qui est essentiellement difficile à cerner. Pourquoi ? Parce que la loi du 7 août 2015, on vous l'a dit, prévoit un transfert de la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Et si on ouvre son code du tourisme à l'article L133.1, c'est la partie gauche de la diaporama, eh bien on peut lire en effet qu'une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme. Pour savoir ce que recoupe la promotion du tourisme, il va falloir alors se référer à l'article L133.3 qui est à votre droite et qui définit les missions obligatoires des offices de tourisme, accueil, information, promotion du tourisme. Par un raisonnement déductif, donc, si on a transféré la promotion du tourisme des communes aux intercommunalités, on a transféré la compétence entière qui permet à une commune d'instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, soit l'accueil, l'information et la promotion touristique. Mais en même temps, en droit de l'intercommunalité, on ne fait pas de transfert implicite de compétences. Donc, si on avait voulu transférer l'accueil, l'information et la promotion touristique, alors il aurait fallu le dire explicitement. C'est un arrêt du Conseil d'État du 23 octobre 1985, commune de Blaye-les-Mines, qui l'indique. Un EPCI n'a pas, contrairement à ses communes membres, de compétences générales. Il ne peut donc exercer que les compétences qui lui ont été explicitement transférées. Il aurait donc été plus simple d'indiquer clairement les choses, clairement ce que l'on transférait, et pas procéder par des raisonnements, par des arguties juridiques, et de se demander ce que c'est que la promotion touristique, ce que c'est que la promotion du tourisme, et essayer de faire la distinction entre ces deux notions qui, au final, se recoupent quand même beaucoup. Et finalement, la conclusion de cette situation, où finalement on peut interpréter le texte dans un sens puis dans un autre, eh bien, c'est que chaque chapelle, chaque association, chaque fédération tire la couverture à soi et tente de faire coïncider l'interprétation du texte avec ses intérêts propres. Et étant donné que l'ANET veut laisser la plus grande liberté aux maires, elle estime que ce transfert de compétences est restrictif et qu'il est limité à la seule promotion touristique. Maintenant, Mme Fuxesso vous l'a dit, il est clair, le gouvernement a tranché et effectivement, c'est l'interprétation inverse qui a été admise, à savoir que c'est toute la compétence promotion du tourisme qui a été transférée des communes aux intercommunalités. Il n'en reste pas moins que de nombreuses autres questions se posent. On peut poser la question des compétences facultatives des offices du tourisme. Est-ce qu'il va appartenir à l'EPCI de confier à son office de tourisme ses compétences facultatives en plus de celles obligatoires? Ou bien est-ce que c'est la commune qui va conserver ses pleins pouvoirs quant à l'élaboration, l'exploitation des équipements touristiques et de loisirs? C'est une question qui mérite aussi d'être posée selon nous. Et puis, il y a une autre question qui est l'épineuse question des zones d'activité touristique. Voilà une notion qu'on retrouve dans des codes, dans le code notamment général des collectivités territoriales, et pour autant qui n'est pas définie. C'est une notion,
on nous a dit en réunion interministérielle que l'on reproduit comme ça, de texte en texte, suivant les réformes territoriales, mais on ne sait toujours pas ce que cela recouvre exactement. Et qu'est-ce que la loi NOTRe vient de dire sur cette épineuse question des zones d'activité touristique? Eh bien, c'est qu'avec la loi NOTRe, le législateur a inscrit cette compétence en compétence obligatoire, sans moduler la possibilité donc de moduler l'intensité du transfert avec la notion d'intérêt communautaire. Avant la loi NOTRe, effectivement, l'exercice de la compétence des EPCI en matière de zones d'activité touristique était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire. Autrement dit, au sein d'une même compétence, il s'agissait de déterminer les actions transférées à l'intercommunalité et celles qui demeurent au niveau des communes. Là, le législateur a inscrit cette compétence en compétence obligatoire. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, le résultat, c'est qu'on a d'un côté un texte où on a l'impression que beaucoup de choses peuvent être transférées dans le cadre de ces zones d'activité touristique, et notamment la gestion des équipements touristiques. Et puis de l'autre côté, on a les paroles du gouvernement qui se veulent rassurantes et qui disent non, mais bien finalement, ce n'est pas ça que l'on a voulu dire. Mais alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire? En tout cas, le texte qui s'applique est extrêmement dangereux et c'est pour cela qu'on sera extrêmement vigilant sur cette disposition-là. Le deuxième point que je voulais évoquer, au-delà de ces aspects, ce sont les aménagements. On les a évoqués, ils sont au nombre de 3. On l'a dit, les aménagements ne remettent pas en cause le transfert obligatoire de la promotion du tourisme des communes aux intercommunalités. Ces aménagements sont au nombre de 3. Le premier n'appelle pas de commentaires particuliers, simplement quand les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées deviennent le siège de l'office intercommunal, ils ne sont pas transférés en bureau d'information et vont donc conserver leur qualité d'office de tourisme. Donc je passe sur cet aménagement pour arriver au deuxième, à savoir effectivement celui qui concerne les stations classées. À savoir effectivement que cet aménagement prévoit, on l'a dit, de maintenir des offices de tourisme dans le cadre des stations classées. Et effectivement, moi, à l'association, j'ai un grand nombre de maires qui m'appellent et qui me disent « Voilà, j'ai une station classée, alors je vais garder mon office de tourisme. » Eh bien non. D'abord parce qu'il faut discuter avec l'intercommunalité, ça se passe 3 mois avant la prise de compétence, et puis bien évidemment l'intercommunalité n'est pas obligée d'aller dans ce sens-là. Ce que nous dit cet aménagement, c'est que sur l'échelle d'un même périmètre intercommunal, il va être possible de maintenir plusieurs offices de tourisme de stations classées. Comme je le disais, à condition que le PCI soit d'accord, tous ces offices vont se retrouver toutefois sous la dépendance de l'EPCI. Et c'est ça qui est très important à dire, c'est que si la personnalité et le statut juridique de ces offices est maintenu, il faut bien prendre en compte que tout ce qui concerne les biens, les personnels et la gouvernance de ces offices dépendront bien de l'intercommunalité. Dans un tel contexte, on se demande bien où vont peut-être réaliser les économies d'échelle au travers d'une soi-disant rationalisation du système existant. Plutôt qu'un aménagement contre-productif, nous pensons à la nette qu'il aurait mieux valu que le législateur prévoie une véritable exception au transfert de compétences. Et peut-être cette exception, on va pouvoir l'obtenir dans le 3e aménagement. On arrive là donc à la fameuse question des marques territoriales protégées. Alors, effectivement, sur ces questions de marques territoriales protégées, Mme Fuchs vous l'a dit, qu'est-ce que c'est que cette marque territoriale? Nous, on est allé voir la Direction générale des collectivités locales et on nous a dit effectivement la marque territoriale protégée, il faut le comprendre au nom du droit de la propriété intellectuelle. Ensuite, on est allé voir la Direction générale des entreprises et on nous a dit, eh bien, cette marque protégée, il faut la comprendre au sens des labels nationaux. Alors, en fait, on voit une partie de la DGE qui nous dit, de la Direction générale des entreprises au sein du ministère de l'économie et des finances, donc une partie qui nous dit oui, il s'agit de labellisation d'État avec une partie qui nous dit il s'agit que des stations classées, et puis une autre partie du ministère qui nous dit non, il s'agit eh bien, des stations classées, mais aussi des communes touristiques. Comprenne qui pourra. Est-ce qu'il s'agit effectivement de l'INPI? Est-ce qu'il s'agit des stations classées? Est-ce qu'il s'agit des stations classées plus des communes touristiques? À l'issue des différentes réunions qui se sont tenues récemment en octobre, on aurait tendance à penser qu'il s'agit plutôt
qu'il s'agit plutôt des stations classées. Mais ceci n'est pas si évident que cela. Après, et au-delà de savoir ce que c'est, la question aussi est de pouvoir interpréter cette disposition. Et là, bien évidemment, le gouvernement a son interprétation qui diffère de la nôtre. En effet, il faut reprendre le texte, et le texte est le suivant: la commune est autorisée. Qu'est-ce que ça veut dire, la commune est autorisée à créer un office de tourisme ? Pour le gouvernement, en fait, l'expression « la commune est autorisée », dans la mesure où l'expression « par l'intercommunalité » n'existe pas dans le texte en tant que tel, elle existe de façon implicite, eh bien, pour le gouvernement, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une autorisation qui est donnée par l'intercommunalité à la commune. Mais une telle lecture pose problème parce qu'elle conduit à faire en sorte que l'aménagement numéro 2 que nous avions vu tout à l'heure sur les stations classées, et si on considère que les marques territoriales protégées sont les stations classées, eh bien à ce moment-là, ça revient exactement à faire un amendement qui est redondant avec le deuxième aménagement. Donc, mis à part pour le cas des stations de montagne, mais dans la mesure où je m'adresse à un territoire plutôt littoral, je ne m'étendrai pas sur la question des stations de montagne. En tout cas, la lecture étroite que semble faire le gouvernement de cet aménagement accrédite l'idée que la marque territoriale ne constitue pas une exception au principe du transfert de la compétence promotion du tourisme et de création des offices de tourisme. Or, il existe des stations-entreprises pour lesquelles il est inconcevable de se retrouver comme fondus dans l'intercommunalité. Et il ne faut pas oublier que c'est un amendement parlementaire qui est à l'origine des dispositifs de marque territoriale. Et dans cet amendement, il était bien précisé que dans un contexte de plus en plus concurrentiel au niveau international, il est essentiel de préserver leur capacité d'action et d'intervention en matière de promotion touristique. Je cite, « Il convient d'ouvrir la possibilité à ces communes de conserver leurs offices de tourisme communaux, principaux artisans de la promotion touristique. » Dans cet esprit, l'ANET, à l'inverse du gouvernement, estime que l'expression « la commune est autorisée » signifie « la commune a le droit ». Si c'est marqué dans le texte « la commune est autorisée », c'est qu'elle est autorisée. Et s'il n'est pas précisé par l'intercommunalité, c'est qu'elle a le droit, point final. En tout cas, c'est notre façon de voir les choses. L'idée, en tout cas ici pour nous, serait ainsi d'obtenir une véritable dérogation au transfert de compétences pour des stations à forte notoriété, ou si ce n'est pas possible, et en tout cas c'est ce vers quoi on semble s'acheminer vers les différentes réunions que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, faire en sorte qu'au sein de la gouvernance intercommunale, les stations classées aient une certaine prépondérance. Pourquoi pas par un droit de vote particulier pour ces stations classées. Et à ce moment-là, cette exception pourrait s'articuler logiquement avec l'aménagement numéro 2 relatif aux stations classées, qui permet à ces dernières, et il faut bien le reconnaître, des fois cela marche très bien, de travailler de concert avec l'Office de tourisme intercommunal, dans les cas où cela est pertinent au plan de la stratégie touristique territoriale. Au-delà de tout ça, il n'en reste pas moins que de nombreuses difficultés se profilent à l'horizon. Mme Fuxesso a répété d'ailleurs cette problématique de la taxe de séjour. Et au cours des débats parlementaires, on a vu la ministre Lebranchu qui a indiqué que la taxe de séjour et la gestion des équipements resteront aux communes. Voilà une belle déclaration. Mais ensuite, il faut aussi prendre en compte les éléments de fait. Les éléments de fait, c'est qu'il va bien falloir que les offices de tourisme intercommunaux aient des ressources. Des charges sont donc transférées au niveau intercommunal sans que soient transférées de nouvelles ressources. C'est pour le moins paradoxal. En tout cas, on peut en convenir. Plus largement, les problèmes qui se posent aussi, ce sont des problèmes de gouvernance. Ce sont des problèmes de gouvernance. Si l'on ne fait pas d'exception au transfert obligatoire de la compétence promotion du tourisme des communes aux intercommunalités, il y a là bon nombre de cas qui posent problème.
Prenons le cas d'une intercommunalité avec une grande station. Par exemple, le cas d'Évian-les-Bains. Notre président a l'habitude de dire que sa station est entourée de communes à vaches. Eh bien, du coup, effectivement, ces communes à vaches ne sont pas intéressées par le tourisme. Ce n'est pas quelque chose qui, effectivement, motive ces communes. Qu'est-ce qui motive ces communes? Sur quoi elles lorgnent? Elles lorgnent, bien évidemment, sur le casino de la station d'Évian-les-Bains et ses ressources pour le moins conséquentes. Donc, bien évidemment, se pose là un problème de gouvernance. De la même manière, quand vous avez une intercommunalité avec plusieurs stations classées, vous pouvez prendre le cas de Royan, Saint-Georges-de-Didonne et Méché. Eh bien, c'est exactement le même problème qui se pose. Comment va se passer la gouvernance intercommunale si on a des politiques qui, entre eux, ne s'entendent pas pour faire valoir effectivement leur politique promotionnelle? Ces questions, on les retrouve aussi à Saint-Tropez, on les retrouve aussi dans les stations de sport d'hiver, on les retrouve aussi dans les stations de sport thermal. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de cas exceptionnels, mais de cas qui se retrouvent sur l'ensemble du territoire national. Autrement dit, une loi n'était pas nécessaire. Il existe des intercommunalités touristiques qui se sont organisées et qui fonctionnent. Elles n'ont pas eu besoin d'un cadre législatif particulier. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Quelles sont les différentes Quelle est la situation? La situation est celle du bras de fer. Et effectivement, nous avons assisté au cours de différentes réunions qui se sont tenues en octobre, grande réunion, dans une toute petite pièce, où vous avez effectivement d'un côté quelques représentants de l'association d'élus, et puis en face, les représentants des cabinets ministériels. Vous avez le cabinet du commerce, artisanat, consommation, le cabinet du commerce extérieur, le cabinet de la décentralisation et de la fonction publique, la direction générale des collectivités locales, la direction générale des entreprises. Tout ce monde-là, réuni dans une toute petite pièce, avec 5 représentants d'associations d'élus, avec une vision extrêmement obtuse, extrêmement rigide des choses. Et ce qui ressort de cette première réunion qui s'est tenue le 12 octobre, eh bien, c'est une interprétation de la loi NOTRe extrêmement fermée et rigide de la part des conseillers ministériels. Une deuxième réunion s'est tenue le jeudi 5 novembre, à laquelle, eh bien, effectivement, nous avons encore participé. Et le message qui est délivré est très clair. Au bout de 3 heures de réunion, il est apparu que tout aménagement permettant aux communes de garder la main sur leur tourisme s'intégrera forcément dans le cadre d'une gouvernance intercommunale. À partir de là, quelle peut être la stratégie que la NET met en place? On l'a dit, grosso modo, il y a 3 voies possibles. La première voie, effectivement, c'est de promouvoir l'idée d'une exception au transfert de la compétence promotion du tourisme des communes aux intercommunalités pour les EPCI et les communes qui disposent de marques distinctes qui permettraient de prendre en considération le cas de ces stations-entreprises qui sont caractérisées par une image de notoriété importante. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, si ce n'est pas possible, parce qu'il semble que le gouvernement y soit particulièrement hostile, c'est de faire en sorte que dans le cadre de la gouvernance intercommunale, les stations classées aient d'une façon ou d'une autre une place prépondérante, notamment par les droits de vote. Et puis, il n'y a pas que la question des stations classées, on en a parlé hier soir, il y a aussi la question effectivement de gagner du temps, parce que la réalité, c'est que le système de la loi NOTRe se met en place au moment où on a un autre système qui se met en place. C'est-à-dire qu'effectivement, il est nécessaire aujourd'hui de disposer d'une carte intercommunale remaniée, stabilisée, pour que la réforme puisse se déployer dans de bonnes conditions. Et comme cette carte intercommunale ne commencera à être connue qu'au printemps 2016, il convient de laisser du temps aux communes de pouvoir s'organiser avec les intercommunalités. Il faut du temps et c'est la raison pour laquelle nous plaidons en faveur d'un amendement qui permette effectivement de reporter l'entrée du dispositif, pourquoi pas au 1er janvier 2020. J'en termine par quelques conseils, ou en tout cas quelques idées complémentaires. Ce que je voudrais dire ici, au nom de l'Association des élus des territoires touristiques, c'est que nous avons besoin de vous, bien évidemment, parce que nous avons besoin de tous les cas pratiques, de tous les cas locaux qui peuvent poser problème. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est effectivement cruciale. Et dès lors que vous nous remontrez à l'Association des élus des territoires touristiques des cas pratiques où vous rencontrez des problèmes, ces problèmes, nous les soumettrons au gouvernement.
de telle sorte que nous pourrons essayer ensemble, justement, de trouver des aménagements qui conviennent à toutes et tous. Ça, je crois que c'est important, et donc n'hésitez pas à nous solliciter, on a besoin de vous. Bien évidemment, on est là aussi pour vous aider sur votre stratégie, sur la façon de mener cette réforme à son terme, mais aussi, on a besoin de vous pour faire remonter les problèmes qui se posent localement. Plus globalement, on a aussi besoin de vous pour notre congrès, puisque notre congrès se tiendra le 13 mai 2016 à Évian-les-Bains. Et dans ce cadre de ce congrès, forcément, la loi NOTRe sera à l'ordre du jour et on aura besoin à la fois de situations qui marchent et de situations bloquantes pour voir et pour faire un point justement sur la situation d'application de la loi NOTRe quelques mois plus tard. Je crois que c'est ça aussi qui est important à rappeler. En termes de conclusion, eh bien, on peut faire, je crois, une conclusion en deux temps. D'abord dire que la loi NOTRe a fait passer les maires de la liberté à la contrainte dans le domaine touristique. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour notre tourisme, dont on sait que pour s'épanouir, il a besoin de souplesse. Le tourisme est par excellence le domaine de la transversalité. Notre association a fait tout ce qu'elle a pu pour défendre une vision ouverte du transfert de compétences de tourisme, pour ne pas faire en sorte que nos belles stations classées deviennent les nains touristiques de demain. Nous continuerons, bien sûr, à défendre cette idée en essayant d'obtenir des aménagements, voire même des exceptions, si tant est que cela soit possible. On l'a dit, à la fois sur le fond du texte, mais aussi sur la mise en œuvre du texte. L'astérix qui est ici, effectivement, ne dit pas qu'il faut garder des exceptions à la française, mais ne dit simplement qu'il faut prendre en compte les particularités propres du tourisme qui sont marquées par une forte transversalité et une forte souplesse. Et puis la deuxième partie de la conclusion, qui me semble aussi importante, et parce qu'il faut aussi prendre un petit peu, je dirais, de hauteur vis-à-vis de propos qui ne sont pas très rassurants. Et il est un fait que la rigidité que l'on observe actuellement dans la démarche du gouvernement semble dessiner les contours d'un projet beaucoup plus radical, qui est celui de la disparition des communes. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la une de la Gazette des communes. Et cela est très très important à noter. Je vous incite vivement à lire ce dossier qui met en avant un certain nombre de points extrêmement intéressants. Le fait que Emmanuel Macron, qui était le rapporteur adjoint de la Commission pour la libération de la croissance, présidée par Jacques Attali, avait fait une proposition en son temps. Il s'agit d'instituer une nouvelle collectivité, l'agglomération, de 60 000 à 500 000 habitants et de diminuer la dotation des communes qui refusent de fusionner en son sein. Il faut rappeler aussi la nécessité aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on réforme ? Parce qu'on veut montrer aux instances européennes que nous lançons des réformes. Il s'agit d'être le bon élève de l'Europe. Il s'agit d'un affichage, et cet affichage, on le montre notamment au travers de la loi NOTRe, que nous lançons des réformes de structure pour enrayer nos déficits. Et ce sont les communes qui pourraient de ce fait faire les frais de cette volonté réformatrice. Il faut aussi rappeler que dans les premiers articles de la loi NOTRe, il était prévu au départ l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires. Et cela, bien évidemment, n'est pas très très positif pour l'avenir de la commune. Enfin, on le voit bien aujourd'hui avec les restrictions budgétaires et la réforme de la DGF, et par l'asphyxie qui effectivement aujourd'hui pèse sur un certain nombre de communes, on voit bien que cet échelon-là, aujourd'hui, est menacé. Donc, ce que je vous invite aussi, c'est de ne pas prendre isolément la loi NOTRe, mais de la replacer dans un contexte où il est bien question de la mise en place d'engrenages propres à entraîner la disparition des communes.